retardataires. Ah, attendez. Alors, il y a 3 presets. À 3, peut-être que ce sera... Non, c'est encore plus sombre. Comme ça. Là, c'est trop flashy, là. C'est bien pour vous? Pour les transparences et... Vous voyez les diapos ou pas? Ça va? Ok, très bien. On va commencer alors. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Olivier Bernet, je suis astrophysicien à Toulouse. Et donc, je représente aujourd'hui le comité d'organisation de la Marche pour les sciences. Et pour commencer, donc, je voudrais, au nom du comité, remercier la direction du Collège de France de nous accueillir ici aujourd'hui. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à son administrateur qui devra partir de bonne heure. Merci Olivier. Donc oui, en fait, j'ai été contacté par Patrick Lemaire, qui est un biologiste que je connais bien. Et donc je suis très content d'avoir pu accéder à la demande d'une conférence de presse tenue au Collège de France. Je pense que c'est l'endroit où on peut le faire. On aurait eu d'autres, bien entendu, mais en fait, je pense que le collège, au niveau symbolique, je pense que c'est bien qu'on ait la réunion ici. Et c'est une réunion aussi qui a une forme de soutien, évidemment, à la marche du 22 avril, auquel nous allons tous nous rendre. Alors les raisons, vous les connaissez, hein, il y en a 4, et je crois qu'on ne peut adhérer aux 4. Hein. Défendre l'indépendance et la liberté de la recherche, ça c'est quelque chose qui est absolument fondamental, y compris la liberté vis-à-vis des intérêts économiques directs, c'est-à-dire que la recherche fondamentale doit être absolument préservée dans les universités et les instituts de recherche de par le monde, c'est absolument indispensable. Sans recherche, d'abord c'est pour la connaissance, hein, évidemment, et il y a aussi toutes les questions d'innovation qui sont liées à la recherche. Donc en France, on est particulièrement sensible à ça, puisque on n'a que 2,23% du PIB qui est mis dans la recherche et l'innovation, ce qui est tout à fait insuffisant, il faut bien le dire. Un dialogue entre sciences et société, je crois que c'est évidemment très important, parce que nous manquons de culture scientifique, c'est-à-dire que d'une façon, les sociétés manquent de culture scientifique, et ça se ressent au niveau aussi des gens qui nous gouvernent, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait un culte pour ce qui est de la science, et je pense que c'est dramatique, parce que si on ne s'intéresse pas à la science s'intéresse à vous, donc je conseille à tous les gens de faire un peu attention à ce qui se passe dans le domaine des sciences, parce que les sciences, même si les moyens ne sont pas suffisants, il y a quand même des choses qui avancent, heureusement. Donc ça veut dire une culture scientifique, et rénover peut-être l'enseignement des sciences. Donc ça, c'est le point numéro 3. Je crois que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Il y a aussi quelque chose dans la culture scientifique, qui est la culture du doute. Je crois que nous vivons dans un monde qui est extrêmement dangereux. On peut s'interroger sur la survie du globe, sur la survie des êtres humains. Alors on peut s'en fiche, ça c'est autre chose, mais il faut au moins savoir qu'il y a un véritable péril. Et donc, les scientifiques peuvent apporter des solutions, mais peuvent aussi apporter une culture du doute, c'est-à-dire apprendre aux politiques et aux décideurs qu'il n'y a pas à dire « il n'y a qu'un faucon », c'est plus compliqué que ça en général. Et donc, je crois que tous les gens qui font de la recherche et qui en ont fait peuvent apporter ce message. Donc ça, c'est donc le 4e point, d'une certaine façon. C'est pour ça que je crois que les axes qui structurent ce mouvement, qui a l'avantage d'être un mouvement international. Et ça, c'est tout à fait magnifique, parce que la recherche scientifique au sens large, hein, j'inclus évidemment les humanités, c'est quelque chose qui est international. Donc il était temps qu'une structure internationale se mette en place. J'espère qu'il y aura une suite à ce mouvement, de ce point de vue. C'est temps que quelque chose d'international se mette en place, parce que les scientifiques font partie d'une cité qui est une cité internationale. Même s'il y a des compétitions, même s'il y a de la violence, il ne faut pas être naïf. Il reste que nous adhérons sur le plan international à des valeurs assez communes. Et je pense que ce sont des valeurs qui sont importantes dans
le monde dans lequel nous vivons. Hein. Il faut savoir que ce n'était pas mieux hier, hein, mais qu'il faut faire en sorte que ce soit mieux demain. Voilà. Donc, contre tous les discours obscurantistes, rétrogrades, atrabilaires, eh bien, je pense que la recherche scientifique permet d'avoir une vision optimiste et en tout cas combative de ce qu'il faut faire pour que ce soit mieux demain. Et de ce point de vue, si ça peut être fait au niveau international, eh bien, écoutez, on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne conférence de presse. Merci. J'en profite pour remercier donc tous les représentants des soutiens qui sont venus aujourd'hui. On vous donnera la parole à la fin de la présentation. Alors, je tiens à préciser que les membres du comité d'organisation de la Marche pour les sciences en France sont des citoyens, des scientifiques, des enseignants, des étudiants, des chargés de médiation scientifique. Donc, on n'est pas des professionnels de la communication. Et donc, pour la majorité d'entre nous, je pense presque tous, hein, c'est la première fois qu'on assiste à une conférence de presse. Donc, je vous demande d'être indulgent vis-à-vis de mes collègues et moi-même. Alors, le déroulé de la conférence sera suivant. Emmanuelle Pérez-Tisserand, qui est historienne et qui est membre du comité d'organisation de la Marche pour les sciences, présentera le mouvement dans ses grandes lignes. Margot Calon, je ne la vois pas. Voilà, elle est là. Margot fera donc le point sur ce qui va se passer à Paris, puisqu'elle a été en pointe sur l'organisation de la marche à Paris. Donc, elle vous donnera les éléments de ce qui se passera le 22 avril dans la capitale. On passera ensuite donc à la présentation de nos soutiens, et donc on leur donnera la parole, et puis on ouvrira enfin une séance de questions. Alors tout ça dans 1 heure, donc on n'a pas beaucoup de temps. Donc je donne tout de suite la parole à Emmanuelle pour nous parler du mouvement. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc notre mouvement, je vais revenir un petit peu là-dessus. Comme l'a dit Alain Prochian, c'est un mouvement qui est mondial et qui est plus particulièrement parti des États-Unis, et notamment en réaction à des mesures et des nominations du nouveau gouvernement de Donald Trump. Effectivement, comme vous le savez, il y a eu des mesures dès le départ, la nomination de quelqu'un qui est un climato-sceptique et qui est opposé à la régulation de protection de l'environnement à l'Agence pour l'environnement, des menaces de coupes budgétaires. Donc ici, c'est un titre très récent sur le retour aux accords de Paris. Et là-dessus, la communauté scientifique états-unienne s'est vite mobilisée, a proposé, alors c'était sur les réseaux sociaux, mais il y a eu aussi d'autres initiatives comme la création de comptes Twitter, Rogue, Rebelle, pour faire de la communication non autorisée, puisqu'il était question de filtrer la communication de ces agences gouvernementales, des parcs nationaux, pour éviter qu'ils parlent du réchauffement climatique, notamment du changement climatique. Et donc, c'est des initiatives là aussi assez décentralisées, mais de résistance, de montrer que la science avait des choses à dire, les scientifiques avaient des choses à dire, et n'avaient normalement pas besoin de validation politique pour les dire, puisque la validation scientifique, elle se fait par les pairs, c'est-à-dire que les propositions, les hypothèses, elles sont vérifiées dans le monde scientifique par les autres scientifiques, et ça résiste à un certain nombre d'évaluations, et c'est ça qui les rend vraies et non pas une validation politique. Et donc cette idée de faire une marche pour les sciences, elle est née aussi en inspiration par rapport à la marche des femmes, qui a eu lieu également au moment de l'investiture du président Donald Trump, suite à des propos et à des mesures qu'il se proposait de prendre pour les femmes. Là aussi, c'était un mouvement international, puisqu'il y a eu des marches dans le monde entier, y compris en France et à Paris, et à Montpellier et dans d'autres villes de France. Et donc, l'internationalisation du mouvement, elle est importante. On voit ici une carte des différentes marches qui ne sont même pas à jour, puisqu'il en manque des françaises sur cette carte. Il y a un très, très, très grand nombre aux États-Unis. Mais je pense que ça montre aussi le fait que les scientifiques, on est habitués à avoir des collègues à l'étranger. La science, elle a besoin de circuler. On va à des congrès, on invite des collègues, on est auteur avec différents laboratoires à travers les pays. On a des projets conjoints. Et donc, cette question de la possibilité de la circulation et le fait qu'un des grands leaders mondiaux des sciences puisse revenir en arrière sur des choses comme l'environnement, elle concerne les scientifiques, mais aussi, effectivement, là, comme l'a dit Olivier, les citoyens. Je pense qu'on a été tous très
disons, enthousiastes ou intéressés par l'accord de Paris quand il a eu lieu l'an dernier. Et le fait qu'il puisse être remis en cause dans un des pays les plus polluants de la planète nous inquiète tous, même en tant que citoyens. Donc cette marche mondiale, elle a une date mondiale qui est le 22 avril. Je laisserai nos soutiens du Jour de la Terre expliquer qu'est-ce que c'est un peu cette idée de Jour de la Terre du 22 avril, mais c'est avec le lien avec ces politiques climato-sceptiques que ce jour a été choisi mondialement. Il se trouve qu'en France, c'est une date particulière vu que c'est la veille du premier tour des élections présidentielles. Mais on nous pose souvent la question, les journalistes ou les personnes avec qui on s'entretient, est-ce que c'est vraiment la meilleure date? Est-ce que vous êtes vraiment audible? C'est une date mondiale et donc on ne pouvait pas choisir une autre date. C'est un mouvement planétaire, on veut y faire honneur. Et donc on a choisi cela. Et si on s'est autant mobilisé en France, on a 21 ou peut-être 23 marches. Vraiment, il y a un engouement. C'est-à-dire qu'en ce moment, on reçoit des demandes de création de marches en France et demandes d'aide pour les créer de 2 ou 3 par jour ces derniers temps. Et donc, on en était à 22 au dernier comptage, mais on en aura probablement davantage dans la semaine qui vient. Donc ça vient de cette solidarité, du fait que nos concitoyens, nous sommes tous concernés par ces propositions climato-sceptiques, mais aussi parce que je crois on est particulièrement mobilisés autour de nos sciences en France. On a envie de défendre l'accord de Paris, mais on a également envie de défendre les sciences, leur financement, etc. Et donc là, c'est une illustration qui est intéressante, puisque c'est le débat à 11 qui a eu lieu pour l'élection présidentielle. Et comme vous le voyez, donc les sciences sont pas très présentes. Et quand on regarde sur l'environnement, sur, je crois, à peu près 3 heures ou plus de débat, on a 8 minutes sur l'environnement. Donc pour quelque chose qui est central, même pas seulement au niveau de l'environnement, mais évidemment, le réchauffement climatique, ça entraîne des conflits, des migrations, autant de choses qui sont vraiment centrales pour l'avenir de la planète et de nos sociétés, qui a été traité vraiment très rapidement. Et donc un certain nombre de sujets qu'on a énumérés ici sont totalement absents de la campagne. Par contre, on a eu la multiplication d'énoncés qui trahissent les vérités scientifiques ou l'histoire ou la sociologie depuis 1 an dans la campagne. On pourra donner des exemples, on avait déjà donné dans notre première tribune. Très récemment, il y a eu les propos de Marine Le Pen sur le Veldiv qui sont très graves. Et donc les fake news ou les alternative facts nous touchent également. Et effectivement, c'est inquiétant parce que la fragilité de la culture scientifique, la fragilité des connaissances sur ces questions et de la manière dont on travaille, c'est un terreau pour les populismes. Si on peut dire n'importe quoi et que les citoyens ne sont pas éclairés sur ces sujets, c'est très dangereux. Et des personnes qui décident que la vérité, c'est ce qu'ils disent et pas ce que les scientifiques disent, c'est plus tout à fait la démocratie. La manière dont ça s'organise en France, on l'a déjà dit plusieurs fois, on est un mouvement citoyen, on est non partisan, donc on ne donnera aucune consigne sur les présidentielles, on n'est soutenu par aucun parti. Et on est un mouvement d'interpellation. Notre premier appel, qui était lancé sur le Twitter France le 27 janvier, c'est cet appel qui apparaît là. Je crois que le tweet, il est dans le dossier de presse. Et donc, c'est nous qui l'avons rédigé à 4 mains, je crois, donc petite main chercheur. Et on a lancé l'appel, mais en réalité, il a été repris de manière très délocalisée, c'est-à-dire qu'on a eu des manifestations de soutien de villes qui ont créé leur propre Twitter, leur propre page Facebook, et on a fédéré tout ça. Donc tout ça est très comme on dit, bottom-up, du bas vers le haut, et on a reçu des soutiens par la suite qui, évidemment, ont beaucoup compté pour diffuser le message, puisque l'idée est vraiment de faire un appel à tous les citoyens, donc tous les scientifiques, tous les amateurs de sciences, tous les journalistes scientifiques, mais globalement tous les citoyens, pour venir marcher ensemble, et évidemment d'avoir des relais d'associations institutionnelles est une grande aide pour diffuser le message. Et vous, ici, journalistes, on compte aussi sur vous pour rendre encore plus public cet événement dans la dernière ligne droite de la mobilisation. Et donc c'est quand même très inédit, hein. Je crois qu'on peut dire qu'on est d'ores et déjà très enthousiasmé par ce qu'on a réussi à créer. Nos soutiens sont très divers et c'est la première fois, je crois, que non seulement on a un appel à manifester, à marcher
de la part d'organismes de recherche, mais qu'on met dans le même mouvement des universités, des associations de défense de l'environnement, les journalistes scientifiques, le Jour de la Terre, la médiation, des musées. On a des soutiens au niveau national, mais aussi au niveau local. Les petits débrouillards, la main à la pâte. C'est très difficile de les citer tous. Vous avez un certain nombre qui sont représentés ici, qui vont prendre la parole. On a aussi qui ne prendront pas la parole, mais Marc Mézard de l'ENS Lyon qui est dans la salle, Antoine Petit de l'INRIA qui est également présent, François Jouve de la SMAI. Donc tous ces soutiens, évidemment, disent quelque chose de cette volonté de défense et aussi du fait que ce n'est pas un mouvement des scientifiques pour les labos et les universités. Évidemment, je vais venir dans un instant, ça fait partie de notre message, le financement de la recherche est important, mais on veut mobiliser avec les citoyens pour les convaincre que les sciences sont importantes pour la démocratie et que ça va au-delà de simplement la défense de notre catégorie. Donc je reviens sur notre message. Bon, c'est non partisan, on l'a dit suffisamment, je pense. Ce qu'on défend, c'est la valeur de la démarche scientifique. Alain Prochian est revenu tout à l'heure sur les 4 points que nous défendons. Donc évidemment, l'indépendance et la liberté des recherches scientifiques. Ça passe par des postes, un financement de postes permanents, récurrents pour les chercheurs. Mais également promouvoir un meilleur dialogue entre sciences et société. Donc c'est une des raisons pour lesquelles ce mouvement, il appelle à ce que les scientifiques aillent dans la rue, mais aussi avec leurs concitoyens. Et donc on a pensé des animations scientifiques et des formes de dialogue pour le mouvement. Renforcer la culture scientifique et refondre l'enseignement des sciences. J'en profite pour dire qu'on a des enseignants donc, parmi la coordination nationale. Manon Corbin est parmi nous. Je ne sais pas où elle est dans la salle. Elle est ici. Elle représente aussi les mobilisations du Grand Est, donc Strasbourg et Nancy. Donc si vous lui souhaitez poser des questions sur Strasbourg et Nancy, elle est ici. Et elle est également représentante des enseignants. Et puis donc, on a aussi des soutiens enseignants qui prendront la parole tout à l'heure. Je crois que c'est extrêmement important. Et donc renforcer l'emploi de méthodes et résultats scientifiques dans le processus de décision politique, tout simplement que notre travail ne serve pas à rien, qu'on soit écouté tout en étant indépendant. Donc sur les aspects plus concrets, donc 22 marches à ce stade, mais probablement davantage. Donc on est le 2e pays, encore une fois, avec le plus de marches. On en a également outre-mer, donc ici la Réunion, on a également des demandes sur la Nouvelle-Calédonie. Et donc vous voyez des photos ici qui représentent un petit peu quelle tête ça peut prendre dans différents endroits, à Bordeaux, à Lille, à Lyon. Vous pouvez suivre les Twitter et les Facebook locaux pour avoir un peu plus d'images de la préparation. Et donc avec des animations, des lectures de poèmes ou d'autres textes, des tribunes libres, des fanfares, des expériences de rue, des débats publics. Et donc chaque comité a concocté son propre programme. Donc il y a une unité de message, mais une déclinaison locale à chaque fois, suivant les personnes mobilisées. Encore une fois, elles sont de profils très variés. On a au niveau des comités locaux, des enseignants, des médiateurs, des étudiants, beaucoup, des enseignants-chercheurs, bien sûr, et d'autres citoyens enthousiastes qui sont dans ces comités. Après la marche, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après le 22 avril ? Pour nous, c'est un début. Je pense que pour toutes les marches, c'est un début, même si ce sera un moment fort. On est en train d'envisager la rédaction avec tous nos soutiens, qui soient à la fois institutionnels, associatifs, des propositions autour de nos 4 thèmes que j'ai juste évoqués pour améliorer cette place des sciences dans la société. Et donc, on fera aussi une consultation et ça a vocation à proposer des mesures très concrètes pour améliorer cette place des sciences dans la société. Également au niveau européen, le niveau européen est très intéressant. Évidemment, on s'est posé pas mal de questions dans le milieu scientifique et universitaire avec le Brexit. Comment est-ce que les coopérations allaient pouvoir continuer ? L'Angleterre, évidemment, comptait énormément dans nos coopérations. Et de toute façon, en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de l'Europe. Et je crois qu'affirmer que notre expérience européenne d'étudiants, de chercheurs, de scientifiques, tous ces échanges qui ont lieu autour du savoir, elles sont à un niveau intéressant pour travailler sur l'Europe. Et donc, il y a ce groupe Euroscientist dont on pourra vous mettre le lien vers le site web, qui organise des réunions au niveau européen de concertation. Et donc, on va travailler également avec eux. Enfin, au niveau international, donc cette marche, elle est effectivement internationale,
et on a l'idée de contribuer à la protection des scientifiques et des données scientifiques, par exemple par la création ou l'utilisation d'un organisme supranational. Donc sur cette question en particulier, c'est quelqu'un de Nancy, Laetitia Goffinet, qui pourra répondre à vos questions. Elle n'est pas ici avec nous aujourd'hui, mais on pourra vous donner son contact. Je vais passer maintenant la parole à Margot Callon sur le sujet de Paris, qui va vous dire un peu plus concrètement comment ça se passe à Paris le samedi prochain. Merci. Alors moi, je serai très bref. C'est juste pour rappeler concrètement ce qui va se passer sur Paris. On va se rejoindre à 13h au Jardin des Plantes, en fait sur la place Valubert face au Jardin des Plantes. Et pendant 1 heure, il y aura des animations et des prises de parole officielles, dont je vais vous donner la liste. On a par exemple Gilles Roussel, le président des conférences des présidents d'université, M. Martinan, président du Centre d'Alembert. On a aussi l'association Wax Science qui sera présente. Éventuellement Sparks & Co, qui est une agence de communication des projets de recherche européens. Tara Expédition se joindra également à nous, ainsi que des différents chercheurs et intervenants sur les thèmes des sciences, du budget de la recherche, des femmes, de la place des femmes dans les sciences, etc. Donc le programme est toujours en construction. Il sera communiqué très prochainement dans le cours de la semaine. Pour le parcours, donc, on part de la place Valubert à 14h. Il y a cette réunion de 13 à 14h, ce cycle d'animation. Les petits débrouillards sont avec nous pour faire des animations scientifiques à destination du grand public pendant 1 heure, et à 14h, c'est le départ de la marche pour une arrivée à place Saint-Michel. Donc si vous avez des questions concrètement sur la logistique, etc., de la marche pour les sciences sur Paris, je vous invite à me contacter directement. Voilà. Place Valubert, en fait. Ça part pas du Jardin des Plantes même, mais de la place Valubert. Mais on sera très nombreux, on va remplir la place. Le rendez-vous, c'est place Valubert. Voilà. Merci Margot. Alors on va passer peut-être à la prise de parole des différents représentants des soutiens qui sont présents aujourd'hui. Voilà, donc on va procéder dans l'ordre. Alain Fuchs, si vous voulez prendre la parole. Bonjour, rapidement on va dire. D'abord, je voudrais féliciter et remercier les organisateurs de ces marches en France. C'est une initiative formidable. On a été très nombreux à être au courant de cette marche à Washington le 22 avril. Et évidemment, passer du soutien et de l'intérêt qu'on pouvait avoir pour cette marche de nos collègues scientifiques à Washington à l'organisation de marches identiques en France, mais ce pas-là, il fallait le franchir. Et donc, merci beaucoup à vous. J'ai été à l'initiative d'un appel, un soutien avec mes collègues les principaux organismes de recherche, ainsi qu'avec le président de la coordination des universités de recherche françaises, Georges Chopin, de la CURIF. Il y avait là donc avec nous INSERM, INRIA, je vois Antoine Petit, INRA, CEA, ce qui ne veut pas dire que les autres n'étaient pas avec nous, mais nous voulions rapidement, parmi les principaux organismes, nous manifester. On s'est manifesté d'autres façons, de s'être exprimé à différents endroits. Je n'ai pas envie de répéter ce qui a été dit et bien dit par Alain Prochian, par vous-même. Je voudrais juste souligner que nous devons expliquer à nos concitoyens que la science est fragile, et plus fragile qu'on ne peut l'imaginer. Quand on parle de science, vous savez, la science ressemble à une sorte à une construction ancienne, vénérable, honorable. Quand on vous la présente à l'école, on ose à peine. C'est compliqué. Et puis on nous dit que les sciences sont compliquées. Et puis on dit qu'il faut apprendre beaucoup, et puis qu'un jour peut-être, si on a fait tous les efforts nécessaires, on pourra y accéder, etc. Non, la science, c'est pas ça du tout. On a souvent une fausse image de la science.
La science a été associée au progrès, et à juste titre, progrès économique, social, culturel. Mais la science est fragile. Elle est fragile pourquoi? Parce que d'abord, ça fait un peu plus de 400 ans, pas plus, pas beaucoup plus, que la science moderne, on pourrait dire depuis Galilée par exemple, s'est développée. Et à l'échelle de Sapiens, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. La science est fragile parce qu'elle est jeune finalement. Hein. Elle est jeune, elle peut disparaître. Elle peut disparaître sous les coups de boutoir d'un retour à un chaos culturel, à un chaos social, quelle est la proportion de pays dans le monde où la science est mise en avant, où la science fait partie, comme il s'était dit sur le transparent précédent, un pilier de la démocratie. Il suffit de voir quels sont les pays où il n'y a pas de démocratie. Et comme par hasard, ce sont aussi les pays où la science n'est pas développée. Donc la science est beaucoup plus fragile qu'on l'imagine. C'est un bien extrêmement précieux de notre civilisation, de notre démocratie. Il faut absolument la promouvoir, plus que la défendre bien sûr, mais surtout la promouvoir la science comme ce qui permet de ne pas se laisser aller aux obscurantismes, aux croyances. En tout individu sommeille plus ou moins profondément un être un peu archaïque, un être qui préfère croire plutôt que d'écouter la vérité, un être angoissé. Il est plus ou moins enfoui sous des couches de culture, de connaissances, notamment des connaissances scientifiques. Mais on sait dans l'histoire, on connaît les moments dans l'histoire où cet être archaïque est ressorti d'un seul coup, à peu près de l'esprit de la foule. Ces moments-là existent dans le passé. Il ne faut pas qu'ils existent aujourd'hui. Il ne faut plus qu'ils existent aujourd'hui. Je prends un ton un peu dramatique pour dire ça, parce que, y compris, vous l'avez dit tout à l'heure, dans notre pays, où on commence à entendre des choses qui ne sont pas sympathiques. On commence à entendre des opinions qui sont mises au même niveau que les faits scientifiques. Ces choses-là sont extrêmement graves. Il faut absolument que ça s'arrête. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, Michel Spiro pour la Société française de physique. Merci bien. Merci aux organisateurs. Moi aussi, je tiens à les remercier. Je suis président donc, de la Société française de physique. C'est une société qui est modestement dite savante. Et nous appelons tous les physiciens français, mais en liaison avec la Société européenne de physique, à participer à cette marche mondiale pour les sciences. Autrement dit, on aura une banderole sur laquelle apparaîtra à la fois le logo de la Société française de physique, celui de la Société européenne de physique, et nous marchons tous pour les sciences mondialement, c'est-à-dire qu'à la fois le côté français, européen et mondial. Nous tenons particulièrement à insister sur la note d'espoir qu'apportent les sciences en ce moment. Et cette note d'espoir, on la décline sur les 3 aspects. Les sciences contribuent à mieux connaître l'environnement dans lequel on est et contribuent à travers une rationalité constructive à un dialogue multiculturel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les sciences sont lanceurs d'alerte, mais en même temps donnent des pistes pour des solutions. Et troisième point, les sciences apportent non seulement l'amélioration des connaissances, mais apportent aussi des bénéfices économiques et des bénéfices pour la santé. Donc c'est sur ces 3 éléments très positifs qu'on voudrait un peu insister. C'est pour ça que je demanderai sans doute à prendre la parole à 13h. Je vais m'inscrire sur le forum. Merci. Merci beaucoup. Valérie Masson-Delmotte. Bonjour, merci aux organisateurs et merci de cette possibilité d'exprimer les raisons pour lesquelles j'irai marcher samedi avec mes proches. Ça vient d'une inquiétude sur
la place des sciences dans la société, le peu de temps accordé dans les débats pour l'élection présidentielle française pour l'enseignement supérieur, l'université ou la recherche. On a plus parlé de l'enseignement de la lecture au CP que de l'enseignement à l'université, par exemple. La tentation du repli sur soi, qui est présente partout, alors que pour la recherche, on a besoin d'une dimension internationale forte. Si on parle de changement climatique, par exemple, il n'y a pas de frontières. On a besoin d'une mobilité des scientifiques entre les différents pays. Et les récentes volontés de supprimer les visas en fonction de la nationalité des gens ont touché de plein fouet un certain nombre de collègues de différents pays. Je suis également inquiète sur la mise en cause des faits scientifiques, que l'on met parfois au même niveau que les opinions. Et les marchands de doute sont très présents dans de nombreux pays. Alors, les marchands de doute, c'est ceux qui veulent défendre des intérêts particuliers de court terme contre l'intérêt général et l'intérêt de long terme, en mettant en cause ces faits scientifiques. Non, l'activité humaine n'est pas partiellement responsable du changement climatique, comme on l'a dit récemment. Elle est principalement responsable du réchauffement climatique. En ajoutant des gaz à effet de serre, et en particulier du CO2, on piège de la chaleur. C'est responsable du réchauffement de l'air à la surface des continents, des océans, de la fonte des glaces, de la montée du niveau des mers, et c'est clairement établi. On a besoin des sciences pour comprendre les changements observés, pour donner sens, comprendre cette complexité. Je suis également inquiète par rapport à des récentes expériences de censure. Au Canada, sur le gouvernement Harper, les chercheurs, employés fédéraux, n'avaient plus l'autorisation de parler directement aux médias. Certaines informations issues de la recherche publique américaine ont été enlevées des sites Internet et donc ne sont plus disponibles pour contribuer à la culture scientifique. Je suis inquiète sur le soutien même aux recherches fondamentales sur le climat. Récemment, en Australie, le CSIRO, qui est un peu l'équivalent du CNRS, a essayé de supprimer des recherches fondamentales qui jouent un rôle majeur dans la surveillance de l'état de l'atmosphère ou de l'océan dans cette région du monde, et donc dans le système fragile mondial d'études du climat qui repose sur des observations, des études de processus et de la modélisation. Et le projet de budget de la nouvelle administration fédérale américaine qui vise très spécifiquement des coupes sur les recherches en sciences de l'environnement et du climat à l'Agence de protection de l'environnement, à l'Agence américaine Océan-Atmosphère, ou sur les programmes de surveillance de la Terre de la NASA, s'ils sont votés par le Congrès, ne pourront pas être compensés par d'autres pays. Et c'est une inquiétude majeure sur notre capacité à suivre l'état du climat et à anticiper les évolutions futures possibles. Donc beaucoup d'inquiétudes, mais également une confiance dans la démarche rationnelle, la force de la démarche scientifique et du progrès des connaissances, sa rigueur et le fait qu'elle soit porteuse de solutions, et également une confiance dans la force de la formation par la recherche. Tous les étudiants, les jeunes chercheurs brillants que l'on forme, qui ont de grandes difficultés aujourd'hui à trouver un emploi stable, qui ont besoin de la mobilité internationale que j'ai décrite tout à l'heure, et qui sont essentiels pour préparer l'avenir. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Sylvie Bonnet, je suis présidente de l'Union des professeurs de classe préparatoire scientifique et à ce titre, donc, je soutiens avec beaucoup d'espoir la marche pour les sciences qui se manifeste donc par un départ samedi ici, mais j'espère aussi des suites. Moi je compte beaucoup sur les suites de cette marche parce que je suis aussi sur une ligne d'espoir. Je pense que ça peut être le début d'un mouvement dans le pays, plus que uniquement dans la communauté de l'enseignement supérieur et de la recherche. Là où je suis, donc au début du post-bac, l'articulation entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur, les points qui m'ont le plus inquiété ces derniers temps, donc c'est d'abord l'abandon d'exigences sur la formation scientifique en amont, donc depuis le primaire, donc la façon dont on apprend le nombre, tout simplement, le concept de nombre, et tout au long du lycée. Donc là, je laisserai ma collègue qui va parler juste après, donc en parler un peu davantage. Et je suis aussi très inquiète sur ce que deviennent nos étudiants, nos étudiants qui sont juste
des post-bac et qui, ensuite, pour certains, ont des rêves de participer à la construction d'un grand corpus scientifique. Pour certains, ils ont ce rêve d'apporter leur brique à l'édifice. Et ces jeunes-là, on les voit actuellement assez désemparés devant non seulement le contexte qu'a rappelé juste avant Valérie Masson-Delmotte, c'est-à-dire un contexte assez tendu et qui effectivement dépend beaucoup de l'international pour fonctionner, mais aussi sur l'ambiance justement l'ambiance actuellement dans une société qui ne prend pas du tout en compte l'aspect scientifique au sens l'aspect des discussions argumentées sur des bases solides et en particulier dans le débat politique. Et je dois dire que là, on est assez inquiet pour la tournure que prennent les événements. Mais je pense que ça peut être le début d'une grande prise de conscience et on fera ce qu'on peut pour aider à ça avec nos publics. Voilà. Je vous remercie. Je vous laisse m'arrêter. Merci. Donc Marie-Thérèse Louc pour l'Union des professeurs de chimie. Effectivement, moi aussi, je vais remercier les organisateurs. Donc, merci d'avoir invité l'Union des professeurs de physique et de chimie. Alors, nous soutenons effectivement la marche citoyenne. Pourquoi en fait c'est tout simple? Parce que je pense que c'est une très belle occasion qui est donnée donc à tout le monde de pouvoir réfléchir sur un processus qui s'appelle donc faire de la science. C'est quoi au fond faire de la science? C'est un processus collectif, ça a déjà été dit, donc on ne fait pas de la science dans son coin tout seul comme ça. C'est un processus collectif, c'est un processus qui est mondial parce que vous échangez avec toute la planète entière. C'est un processus qui est exigeant. Il faut de l'exigence, c'est un processus qui demande aussi de s'investir dans un langage qui est très spécifique, qui est le langage des mathématiques. Et ça, je tiens à le dire parce que dans l'éducation nationale aujourd'hui, les programmes ont été conçus déconnectés des mathématiques et du langage premier de la science, qui est le langage mathématique. Donc, vous voyez, vous avez donc un processus qui est exigeant, un processus de pair, un processus collectif. Vous avez un processus qui repose sur des faits. Et les faits sont importants, et les faits sont têtus, et les faits se rappellent toujours à vous quand vous êtes un scientifique. Et quand vous voulez que ça ait les faits cadrent dans votre théorie ou dans votre vision de ce que vous avez du problème, eh bien voilà, ils sont têtus, ils sont toujours là. Alors qu'est-ce qu'on constate à l'échelle de la société? C'est que ce processus, en fait, n'est pas forcément en place. Et les gens qui décident, les décideurs à tous les niveaux, à certains niveaux, et on le voit bien aujourd'hui avec des grands pays, eh bien ils prennent des décisions indépendamment de ces faits. Donc, ils passent au-dessus des faits. Voilà, donc je pense que c'est important aujourd'hui qu'on rappelle ces choses-là. C'est important de dire qu'il y a un processus qui s'appelle un processus qui est faire des sciences et que ce processus, il est hyper important pour la société. Il est fondateur de la société, il est fondateur de notre société, il est même fondateur de la croissance. Parce que si on a une croissance aussi forte, par le passé, si la croissance a démarré à un moment donné, c'est parce qu'il y a eu des avancées technologiques, il y a eu de la recherche, il y a eu des savoirs qui se sont donc répandus et il y a eu effectivement de l'innovation. Et donc la croissance économique, il faudrait quand même que les économistes le savent, il faudrait le dire à tout le monde, il faudrait le dire à la société, que la croissance repose sur des avancées, des innovations technologiques et non sur de la recherche. Et donc, si vous sapez cette corde qu'est la recherche, si vous sapez aussi l'enseignement des sciences au lycée, c'est-à-dire si vous ne donnez pas une vision juste de ce que c'est que l'enseignement des sciences au lycée, si vous ne dites pas à des futurs étudiants, comme l'a rappelé ma collègue, donc Sylvie Bonnet, que pour faire des sciences, il faut un langage mathématique, il faut s'investir dans cette direction, si vous ne donnez pas une image très claire de ce que c'est de faire la science, eh bien, vous aurez effectivement des déconvenus, des désolutions et des élèves, des étudiants en errance. Donc voilà, moi je soutiens effectivement à travers évidemment l'association que je représente aujourd'hui, l'Union des professeurs de physique-chimie, cette marche citoyenne. Et donc on se retrouvera dans les rues, donc au cœur de la société, et puis vive la science, et puis vive cette très belle journée, je suis sûre, pour la marche, pour les citoyens et pour le fondement de notre société. Merci beaucoup. Donc Claire Nouvian pour l'association Bloom. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer à cette marche. Évidemment,
à laquelle on va participer avec enthousiasme. On a répondu tout de suite présent à l'appel. Bloom, donc c'est une toute petite association de défense des solutions justement factuelles, rationnelles qui existent pour éviter le décrochage des écosystèmes marins. Il y a tellement de solutions aux problèmes qui se présentent au monde et malheureusement, peu de ces solutions rationnelles sont mises en œuvre. Donc nous, notre combat jusque-là, c'était déjà de faire prendre en compte en fait la rationalité des faits, les solutions qui existent par les politiques publiques. Et il y avait déjà, en effet, quelques marchands de doute qui ont été mentionnés, qui existaient, notamment des marchands de doute scientifiques, qui créent du doute pour faire perdre du temps, qui est pour remettre à plus tard une décision publique qui soit juste, qui soit celle de l'intérêt général. Et on se rend compte qu'en effet, maintenant, notre combat, c'est plus tellement d'essayer de peser sur la décision publique avec des faits rationnels, c'est d'essayer de revenir à un monde peut-être où, en effet, ou l'inventer en tout cas, un monde où l'homme va se fonder ses actions sur la connaissance. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple, le cerveau est fait pour croire. Et on le voit à l'heure actuelle. Donc ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un problème global, qui est le problème de la pensée, qui va maintenant vers des croyances et non pas vers un monde et une économie de la connaissance. Alors qu'on n'a jamais aussi bien connu les complexités des systèmes physiques, humains, individuels, psychologiques, et on arrive à une espèce de simplification radicale de ce que sont les hommes et de ce que les politiques publiques nous proposent. Donc pour nous, évidemment, participer à la marche pour les sciences, c'est surtout participer à une démarche pour de la connaissance et lutter contre l'effondrement de la pensée. Et on trouve ahurissant de voir en effet qu'on a des Trump, qu'on a des Erdogan, des Orban, des Duterte, partout, on voit en fait un écrasement de la pensée. Or, la pensée, c'est pour nous, et ça c'est vraiment pas seulement une foi scientifique, parce qu'on adopte, nous, évidemment, une méthode et une démarche scientifique, mais à partir de cette démarche scientifique, s'impose une exigence individuelle. Quand on est dans une démarche scientifique, on est dans une autre économie de sa propre vie, et donc du rapport à l'autre et de la compréhension du monde et de la tolérance. Et donc pour nous, cette marche s'appelle la marche pour les sciences. En fait, ça pourrait être une marche pour la pensée. C'est donc de redonner sa juste place à la pensée. La pensée, c'est le meilleur rempart qui existe dans l'humanité pour maîtriser nos destinées. Et j'ai été frappée d'aller à l'exposition Vermeer et de voir dans une queue énormissime de gens qui étaient tous connectés à leur téléphone, en train de faire des tas de choses qui avaient l'air plus ou moins intéressantes, disons, et qui allaient voir le peintre de la pensée, le peintre, celui qui a mis en couleur artistiquement l'activité cérébrale. Et je trouvais que c'était un conflit incroyable de voir en effet cette population connectée à des jeux vidéo dans la file d'attente pour aller voir la peinture de la pensée. Et voilà, donc notre message, nous, c'est marcher pour les sciences, c'est marcher contre l'effondrement de la pensée et remettre la pensée au cœur de notre projet collectif. Et donc, merci de nous avoir invités à y participer. Merci à vous. Donc, Caroline Lejeune pour le Jour de la Terre. Bonjour à tous. Je tiens à remercier d'abord la Marche pour les sciences de nous donner l'opportunité d'avoir choisi d'abord le 22 avril, et je vais vous expliquer pourquoi, et de nous donner l'opportunité du coup de vous présenter le mouvement du Jour de la Terre, qui est un mouvement mondial qui a été créé le 22 avril 1970 aux États-Unis aussi, à Washington aussi, donc il y a quelques similitudes avec le démarrage de la Marche pour les sciences. Et ce mouvement s'est internationalisé en 1990, le 22 avril 1990, date à laquelle l'association française a été fondée. Donc on a été une des premières à participer à ce mouvement en dehors des États-Unis. Il s'agit pour nous de célébrer la Terre par un passage à l'action, c'est-à-dire qu'un maximum de citoyens, d'acteurs de la société civile, comme du monde politique éventuellement, mais on n'est pas partisans du tout non plus. Il s'agit de célébrer par l'action cette journée mondiale de la Terre. Et ce n'est pas par hasard que vous avez cité d'ailleurs les risques qui planent sur l'accord de Paris sur le climat. Il a été signé le 22 avril 2016, donc l'an dernier. Donc ce n'est pas par hasard que ce jour a été choisi.
On est aujourd'hui ravis de participer et de soutenir la marche pour les sciences parce que pour nous, les sciences sont fondamentales et la démarche scientifique est fondamentale pour lutter pour l'environnement. On est là pour être en faveur d'eux et pour démontrer effectivement tous les sujets environnementaux et sensibiliser l'ensemble des acteurs de la société civile sur les sujets environnementaux. Et nous sommes un mouvement citoyen. Donc c'est ce qui est fondamental pour nous et c'est pourquoi nous serons là le 22 avril, jour de la Terre, aux côtés de la Marche pour les sciences. C'est pour rappeler que tout citoyen français doit se sentir mobilisé autour des sujets environnementaux, que ce soit la biodiversité, que ce soit le réchauffement climatique, que ce soit la pollution de l'air. Et nous sommes à Paris, donc nous sommes bien placés pour le savoir. Nous devons tous considérer que c'est une cause citoyenne et donc humaine. Et nous avons tous un rôle à jouer. Donc nous invitons tous les acteurs de la société civile à participer à cette marche et nous y serons évidemment avec enthousiasme. Merci. Merci beaucoup. Donc Jean-Luc Dauvergne pour l'Association des journalistes scientifiques et de la information. Bonjour à tous, merci de nous avoir invités. Alors nous, si on est là, c'est tout simplement parce que les journalistes scientifiques sont un petit peu le rouage entre les chercheurs et le grand public, sachant que les chercheurs parlent souvent dans un langage pas forcément accessible au grand public. Donc on a un rôle qu'on estime assez important. Juste pour situer un petit peu les choses, l'Association des journalistes scientifiques en France, c'est environ 300 à 400 membres. Donc ce rouage repose quand même sur une poignée de personnes qui est assez limitée. Et ce qu'on constate, c'est que ces dernières années, le rôle du journalisme scientifique est plus important que jamais. On voit une multiplication de sujets de société qui sont en lien direct avec les sciences, très clairement. Évidemment, avec le réchauffement climatique, ça va de soi, mais les sujets sont multiples. On a aussi les OGM qui sont au cœur des enjeux de société, les perturbateurs endocriniens. Sur le nucléaire, il y a beaucoup de questions et c'est un sujet qui est très, très complexe. On voit aussi des questions qui préoccupent tout le monde en médecine sur les vaccins ou sur le cholestérol avec des réponses qui sont très complexes. Et là aussi, il y a besoin de gens qui soient spécialistes pour décrypter ces questions auprès du grand public. Sur les vaccins en particulier, on sait à quel point il peut y avoir des croyances pas toujours très rationnelles. On a aussi des nouveaux sujets qui sont très récents, comme la réécriture du vivant avec CRISPR-Cas9 ou l'intelligence artificielle qui, elle aussi, pose de très nombreuses questions. Enfin bref, je pourrais faire une liste comme ça, un inventaire à la Prévert très long de choses, de sujets qui préoccupent vraiment le grand public. Les citoyens sont vraiment des questions citoyennes. Et pour ça, il faut des journalistes spécifiques, des journalistes spécialisés. On constate souvent que quand ces sujets sont abordés par des journalistes généralistes, ils n'ont pas forcément tous les clés et tous les moyens pour décrypter ces sujets et les aborder correctement. Et en fait, aujourd'hui, on constate que les journalistes scientifiques sont, dans certaines rédactions, trop peu présents. Heureusement, beaucoup de rédactions font des efforts, ont vraiment une section sciences avec de très très bons journalistes scientifiques. Mais aujourd'hui, certains grands médias ont encore une absence de pôle scientifique avec des journalistes scientifiques capables de lire des publications scientifiques, capables de trouver les bons interlocuteurs, etc. On est aussi dans un contexte où il y a des choses qui sont clairement remises en question. On a vu à la fin de l'année dernière un ancien président de la République tenir des propos climato-sceptiques. C'est quelque chose qui était jusqu'ici totalement inenvisageable, inimaginable. On voit aussi un certain nombre d'hommes politiques vouloir remettre en question le principe de précaution qui a été inventé par des gens du même bord qu'eux et qui a été inventé pour de bonnes raisons. C'était suite à la crise de la vache folle et du sang contaminé. Bref, dans ce contexte, nous, comment est-ce qu'on se positionne ? En fait, on a, je l'évoquais, le journalisme scientifique est trop peu présent dans un certain nombre de médias, en particulier à la télé. Il y a vraiment un déficit de science à la télé. Le service public est plutôt bon à la radio de ce point de vue-là, encore que quand on a l'émission principale de science qui est mise en plein milieu de l'après-midi, on peut se demander si c'est le meilleur créneau de la journée pour toucher le plus grand monde. Mais en tout cas, ces émissions ont le mérite d'exister. Et puis, il faut avoir en tête quand même qu'au niveau de l'information, l'information, c'est pas un bien acquis. La presse écrite en particulier est fortement touchée
par les évolutions numériques des médias. Et un certain nombre de médias, très clairement, sont en difficulté. Nous, ce qu'on constate, c'est que la majorité de nos membres, quand même, sont des pigistes, donc des gens qui sont dans un statut précaire. Ce statut, parfois, est choisi, mais la plupart du temps, il est subi. Et ces pigistes en voient leurs revenus plutôt tendre à la baisse. Les médias font de moins en moins appel aux pigistes, car quand un média est en difficulté, la première chose qu'il fait, c'est de se séparer des collaborations extérieures. Donc bref, on est dans un domaine, dans un milieu où l'information scientifique elle-même, clairement, est menacée, est fragilisée. Donc c'est l'une des raisons pour laquelle nous soutenons cette marche. Il y a encore évidemment beaucoup de choses à faire pour progresser sur l'éducation, sur l'information et évidemment sur la recherche elle-même. Merci beaucoup. Florence Porcel n'a malheureusement pas pu venir puisqu'elle a raté son train. Voilà, alors elle nous a envoyé un message et donc Emmanuel va nous le lire. Comme ça on respecte la voix féminine. Donc je la cite. « Je suis née à la fin du XXe siècle, mais si j'étais née 100 ans plus tôt, mon espérance de vie aurait été réduite de quasiment moitié. Je me suis inscrite à la fac sur Minitel, mais aujourd'hui j'ai un ordinateur aussi fin qu'un doigt sur lequel je me connecte à Internet pour admirer les photos en haute définition qu'un robot nous envoie depuis la planète Mars. Si vous la suivez sur Twitter, vous verrez qu'elle est très fan de Curiosity. Le TGV dans lequel je me trouve relie Paris à Lyon en seulement 2 heures, et j'écris ce texte sur un téléphone qui tient dans ma poche et que j'enverrai grâce à un site web qui a été inventé au CERN. J'ai passé la deuxième moitié de ma vie sans connaître un seul jour sans être humain dans l'espace. Nous vivons bien, longtemps et confortablement dans un monde de technologie rendue possible grâce à la science et aux découvertes fondamentales. J'irai marcher samedi, pas seulement en tant que vulgarisatrice, mais en tant que citoyenne d'un monde que la science m'aide à comprendre et à appréhender. Au-delà des progrès techniques, il en va de notre dignité d'être humain que d'explorer ce monde dans toute sa complexité et sa diversité et de tenter de le comprendre. Il faut continuer, il faut soutenir la recherche. Et parce que nous sommes à un tournant de notre histoire, il faut regarder le réchauffement climatique en face, admettre nos erreurs et trouver des solutions. J'irai marcher samedi pour soutenir les scientifiques et pour lutter contre les obscurantismes. Voilà, donc c'était le texte de Florence Porcel. Elle était très désolée d'avoir raté son train et elle a tenu à nous faire passer ce message. Moi, je voudrais conclure cette liste d'interventions parce qu'il y a un manque. On ne peut pas donner la parole à tout le monde, mais il y a très peu de sciences humaines et sociales qui sont représentées. Mais ils sont nombreux, ceux qui vont marcher. Et donc moi, je suis historienne. Parmi les initiateurs de la marche, il y avait aussi Arnaud Saint-Martin qui a dû partir et qui est sociologue. L'Association française de sociologie a été une des premières à nous soutenir. Également, l'Association des historiens contemporanéistes de l'enseignement supérieur et de la recherche. Également toute une série de sociétés savantes et de professionnels des sciences humaines et sociales. Et on voudrait ici répéter que peut-être on n'a pas cette place dans l'innovation et dans l'économie de la connaissance, mais que nous, on donne l'analyse de la société, qu'on a un regard critique, mais que aussi on a une méthode de construction des faits, que l'histoire n'est pas un récit, mais qu'elle est une enquête à partir de documents, et on construit les faits, et que certes, on a un regard critique, et donc on critique, on fait progresser la connaissance, mais on fait progresser la connaissance, justement. Et que je crois qu'on rejoint les enseignants qui ont parlé de physique, chimie, et de biologie, comme pourrait en parler Manon, dans le sens où ce qu'on veut apprendre, c'est un processus scientifique, un raisonnement scientifique qui touche l'histoire et la sociologie, les sciences de la société, et pas seulement des dates mythiques qui ne correspondent pas forcément à ce qu'est la science pour nous. On a un rôle à jouer dans notre société, et on voit aujourd'hui que quand on menace, enfin les sciences sont menacées sur un large spectre. Et donc, notamment, on est ici au Collège de France, et Alain Prochian nous a fait l'amitié d'introduire cette conférence. Il n'a pas pu être là aujourd'hui, mais il marchera avec nous. Patrick Boucheron sera là le 22 avril. Voilà. Donc, on va pouvoir ouvrir maintenant les questions. J'espère qu'on n'a pas été trop long, qu'on ne nous a pas assommés, et donc on va vous donner la parole. Oui. Oui, excusez-moi, c'est pas vraiment une question. Très rapidement, je suis Gilles Ernesto et je suis avec François Deroux, je suis la présidente des Petits Brouillards. Ah, super. Merci. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que les Petits Débrouillards ont aussi besoin de vous, et je voudrais aussi faire lien avec l'appel des solidarités, comme vous venez de le faire. C'est important aussi, il y a l'appel des solidarités, et ça serait bien qu'on fasse convergence sur
Alors. Je préfère être rapide, même si j'aurais beaucoup de choses à dire. Alors, merci infiniment d'être là. C'est vrai que Et les petits débrouillards seront là, bien sûr, à faire les animations, vous les avez citées, et on sera là sur tout le territoire national et à La Réunion aussi. Formidable, oui. Merci beaucoup de votre intervention. Et sur l'appel des solidarités, on est en lien. C'est vrai qu'ils sont une très grosse fédération d'organisations et donc les contacts ne sont pas forcément... mais on partage... c'est parfait. Merci beaucoup. Allez-y. Merci. Je m'appelle Maro, je suis journaliste à l'AFP. Et comme le changement climatique est quelque part à l'origine, en tout cas aux États-Unis, la marche pour la science, j'ai une question pour Valérie. J'aimerais bien que vous détailliez un peu quelque chose que vous avez dit sur le fait que le travail de recherche maintenant est très international et que vous travaillez beaucoup, je sais, avec vos collègues des États-Unis. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, avec quelques exemples concrets, comment le travail sur le changement climatique en France, par exemple, peut être touché, voire menacé par les réductions de budget dont vous avez parlé, par exemple, aux États-Unis. Juste un exemple, comment c'est en été international. Alors, peut-être en un mot, donc les recherches sur le climat, elles sont coordonnées au niveau international par une structure qui s'appelle le Programme mondial d'études du climat, donc qui est une instance de coordination scientifique qui n'a quasiment pas de financement, mais qui justement permet de structurer en particulier les travaux de modélisation, certaines grandes campagnes, de même que les travaux de modélisation du climat. Alors je vais donner deux exemples précis. Le premier, c'est les annulations des missions proposées par le projet de budget de la Maison-Blanche de la NASA pour la surveillance de la Terre. Dans ces missions potentiellement annulées, il y en a une qui porte sur l'observation de la couleur de la mer, ce qui est un aspect essentiel pour suivre l'évolution des écosystèmes marins et leur réaction à la fois au changement climatique et à la fois leur rôle de rétroaction dans le fonctionnement du climat. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est important à la fois pour la pêche, pour la sécurité alimentaire, pour des activités économiques, mais aussi pour la compréhension du fonctionnement du climat. Le deuxième exemple que je peux donner, c'est un autre projet de satellite qui porte sur l'observation des nuages, des profils de vapeur d'eau, de température dans l'atmosphère, et donc des mécanismes essentiels de rétroaction du fonctionnement du climat. Ce sont des instruments assez novateurs qui sont proposés, et ces données d'observation de la Terre, elles sont en accès public aujourd'hui. C'est-à-dire que les chercheurs français, qui sont au meilleur niveau international sur ces aspects-là, sur les mécanismes de rétroaction qui font la réponse du climat à toute perturbation, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit due à l'activité humaine. Ces données de la NASA, elles sont vitales pour les progrès des connaissances, pour l'évaluation des modèles de climat dans le monde entier et en particulier en France. Et enfin, un dernier exemple que je voudrais donner, c'est le rôle des États-Unis pour les grandes bases de données mondiales. Donc pour évaluer les risques futurs d'évolution du climat, tous les groupes de modélisation partagent leurs données dans des grandes bases communes. Donc ce sont des grandes masses de données. Il y en a en France, c'est Météo France, le centre de recherche de la météorologie et puis l'Institut Pierre-Simon Laplace qui font ces simulations d'évolution future du climat. Et les données de ces deux groupes-là, comme celles d'autres groupes, sont distribuées dans 6 gros centres dans le monde. Il y en a 3 aux États-Unis, 1 au Royaume-Uni, 1 en Allemagne, 1 en France. Si on perd 1 ou 2 centres de distribution des données aux États-Unis, ça risque de faire s'effondrer l'ensemble du système coordonné au niveau international de distribution de ces simulations d'évolution future du climat. Elles sont importantes pour la recherche, mais elles sont aussi importantes pour préparer l'adaptation à un climat qui change. Par exemple pour la gestion des forêts, pour la gestion de l'eau, pour l'adaptation des villes, pour la gestion du littoral avec la montée du niveau des mers. Donc c'est quelques exemples qui montrent l'importance qui est liée bien sûr au budget américain pour la recherche, mais l'importance qui n'est pas que pour les États-Unis, qui est vraiment au niveau mondial. Merci. Une question ? Oui. Je suis un journaliste à l'agence de presse AEF. Je voulais savoir quel type de contact vous avez avec les organisateurs des marches dans les autres pays, en particulier aux États-Unis, et en particulier dans la perspective de la préparation que vous avez un peu évoquée de propositions pour l'avenir d'un manifeste. Est-ce que c'est coordonné ou est-ce que c'est juste français ?
Robin, tu veux répondre ou pas sur la dimension internationale? Justement, j'étais en train de faire le live, donc j'ai pas entendu. Alors là, c'était une question sur la dimension internationale, mais je peux répondre aussi, mais c'est Robin dans la coordination nationale qui s'est plus particulièrement occupé. La réponse est oui, on est coordonné, mais Robin, je te laisse donner les aspects plus spécifiques peut-être. La question était sur est-ce qu'il y a une coordination internationale, est-ce que vous êtes en contact avec les organisateurs, en particulier aux États-Unis, et en particulier dans la perspective d'élaboration de propositions et d'une suite. Ouais, donc oui, on est en contact direct avec les États-Unis. Le problème, c'est qu'en fait, ils ont été un petit peu dépassés par les événements parce qu'ils ne s'attendaient pas non plus à avoir un événement aussi populaire. Donc, ils sont en train aussi d'essayer de mettre en... ils ont justement un coordinateur des marches satellites. Et eux, ils sont en train d'essayer de contacter chaque marche cette semaine, donc la dernière semaine avant la marche. Et donc, moi, j'attends son retour là, mais j'imagine qu'il a beaucoup d'emails à faire. Sinon, pour les propositions, nous, on voulait d'abord se focaliser sur la marche qui va avoir lieu le 22, avant de pouvoir vraiment se poser tous ensemble pour faire une liste de propositions. Mais oui, on est en train de vouloir faire ça. Pour l'instant, on est 2 ou 3 dans le comité national à faire partie de cette proposition. Et nous allons être aussi en contact. Donc moi, je suis en contact pour l'instant avec la marche à Berlin, qui elle aussi veut participer. Une marche en Espagne. Et donc le groupe Euroscientist, qui lui est en contact avec la plupart des marches européennes. Donc ça, c'est pour l'après-marche. Peut-être que rajouter un aspect un peu plus peut-être anecdotique, mais sympathique aussi, c'est que dans l'organisation des marches, au début, il y a eu finalement beaucoup d'échanges entre les différents pays, ne serait-ce que pour se donner les logos ou pour créer des visuels. Il y a eu un échange international, nous avec nos collègues hollandais, avec nos collègues belges actuellement. On échange aussi évidemment avec les États-Unis. Donc il y a eu des échanges avec les différents acteurs des marches dans le monde. Je peux juste rajouter que même un effet catalyseur, moi c'est des physiciens qui me concernent, mais du coup ça nous a rapproché énormément de la Société américaine de physique, à travers la Société européenne de physique, pour voir justement comment se coordonner et par la suite faire des actions qui découlent de cette marche. Et pour redonner un exemple aussi sur la sociologie, très récemment sur le carnet de l'Association française de sociologie est paru un entretien avec la présidente, je crois, enfin quelqu'un à la direction de l'Association américaine de sociologie pour parler de ce qui se passe aux États-Unis. Donc un peu comme vous dites, c'est-à-dire que cette marche, on a des coordinations qui se font au niveau des organisations très concrètes et même des valeurs de la marche, mais aussi ça crée des liens supplémentaires entre les mondes scientifiques et au sens large, les amateurs de sciences dans les différents pays. Donc c'est vrai que c'est déjà aussi un succès à ce titre-là. Oui. Bonjour, je suis journaliste à Newstamp, une agence de presse aussi. Est-ce que vous êtes appuyé entre ce premier tweet et aujourd'hui, vous êtes appuyé sur des réseaux que vous aviez déjà développés à la base, par exemple Science en Marche, même s'il ne faut pas confondre, est-ce que vous êtes appuyé sur ces réseaux-là ou... Alors, il est certain, donc moi je fais toujours partie de l'association Science en Marche. Il est certain qu'on s'est appuyé évidemment sur notre expérience dans l'organisation d'événements et puis sur un certain nombre de réseaux qu'on avait constitués entre scientifiques. Hein. Donc on a été à l'initiative avec Emmanuel et d'autres du premier appel et donc ensuite j'ai demandé à certains collègues de Science en Marche de nous aider, ouais. Donc ça a été utile, ouais. Est-ce qu'il y a eu d'autres réseaux de Science en Marche ? Alors l'autre truc, alors pour les réseaux, oui. Ce qui est important, par contre, c'est que on s'est aussi appuyé sur les expériences précédentes de mobilisation plus catégorielle. Moi, j'étais pas à Science en Marche, j'ai adhéré là pour des questions d'assurance, notamment pour la marche, mais je crois qu'on voulait passer à une autre forme de mobilisation, c'est-à-dire une mobilisation pas catégorielle, pas centrée sur l'université, mais vraiment essayer d'ouvrir grand les portes et les fenêtres.
Et donc, c'est ça qui a été intéressant comme expérience, c'est-à-dire qu'on est parti au tout début de nos réseaux scientifiques, donc on s'est répartis un petit peu, effectivement, il y avait Sciences en Marche, et puis tout le réseau des physiciens, astrophysiciens, il y avait moi pour les historiens, les géographes, Arnaud pour les sociologues, et puis assez rapidement, comme c'était pas seulement le type de mobilisation qu'on voulait faire, on a dû s'adresser à des personnes qu'on connaissait pas, et avec parfois des échecs, c'est-à-dire on n'avait pas la bonne personne à qui s'adresser, etc. Et donc parfois on a dû vraiment sortir de nos réseaux. Alors ça n'a pas forcément été toujours une réussite, mais on s'est adressé via les formulaires de contact parfois aux associations d'enseignants avant que Manon nous rejoigne et nous donne les bonnes clés pour essayer de joindre les enseignants. Et donc disons que ça a été par cercle concentrique. Et puis ceux parmi nous qui avaient des expériences plus dans la médiation ont pu amener d'autres contacts, et donc au fur et à mesure que les comités se sont enrichis, que la coordination nationale s'est diversifiée, on a pu toucher plus de monde, et on espère là entrer vraiment dans le dernier cercle de la mobilisation. Ça répond à votre question? Oui, oui. Est-ce qu'il y a une démarche aussi proactive vis-à-vis des organismes, ou est-ce que les organismes sont venus vers vous Alors on a eu les deux phénomènes en fait. Il y a certains, alors surtout les associations, les sociétés savantes, les associations d'enseignants, c'est plutôt nous qui les avons sollicités, là où effectivement les organismes scientifiques comme le CNRS sont venus d'eux-mêmes quelque part, et en soutien finalement au mouvement états-unien, et disons que la substance de ce qu'on voulait en faire en France, je pense que c'est plutôt nous qui avons essayé de la définir. Donc il y a eu un peu les deux sens en fait. Il y a eu des candidatures spontanées au soutien, et nous des sollicitations de soutien pour compléter le tout. Donc c'était les deux. Pas peur d'une récupération politique Ce qu'on a quelque part, c'est pas parce qu'on nous soutient que nous soutenons. Et donc nous restons, c'est nous qui définissons les valeurs, on s'y tient. On essaye dans les comités sont vraiment des comités de citoyens. On n'a pas eu de récupération interne au sein des comités. Pour l'instant, on n'a pas eu de difficulté de ce type. Après, chacun vient avec ses propres opinions sur comment il faut faire pour la recherche, les sciences. Et donc ce dialogue aussi est intéressant. Et donc on essaye maintenant de faire très attention dans la dernière ligne droite sur garder notre message et nos valeurs telles qu'on veut les avoir, pour que le jour J, la marche ressemble à ce qu'on veut, ce à quoi on veut qu'elle ressemble. Oui. Oui, bonjour, Marie Eco du Figaro. Je n'ai vu ou entendu parler absolument pas de médecins, donc je voulais savoir si toute la partie médicale, science médicale, était présente d'une manière ou d'une autre, comment. Et surtout, je trouve qu'il y a un grand absent, quelqu'un qui brille par son absence, c'est l'Académie des sciences. Alors je ne sais pas si elle a manifesté d'une manière ou d'une autre sa volonté d'être présente, ne serait-ce qu'en soutien ou pas. Alors pour la première question, la médecine est représentée, hein, donc il y a Laetitia Goffinet qui est donc chirurgienne, et donc qui participe à la coordination nationale, et donc qui donne un certain nombre d'éléments liés aux questions sur la médecine. Donc cet aspect-là est représenté, hein, pas aujourd'hui malheureusement parce qu'elle n'est pas là. Aussi, Alors voilà, il y a des gens de l'INSERM aussi, hein, qui travaillent donc évidemment en lien avec le domaine médical. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter sur cet aspect-là. À travers des équipes de sécurité, par exemple, sur Paris, ça fait plutôt sens pour les premiers secours de faire appel aux équipes de médecine et pour les aspects très pratiques. Mais et justement, Laetitia Goffinet, je ne pense pas qu'elle soit parue tout de suite, mais est l'auteur d'une tribune justement pour engager tout le monde médical à marcher sur ces questions-là. Donc pour cette première partie de question, oui, le monde médical n'est pas représenté ici. C'est vrai que c'est difficile d'énumérer tout le monde, et ça dépend de qui est présent, mais le monde de la santé est oui représenté, absolument. Et Alors pour l'Académie des sciences, dites-moi si je me trompe, mais ils ont accordé leur soutien, hein. Mais il y a quelques jours, donc effectivement. Voilà, d'accord. Ouais, donc nous on a eu l'info il y a quelques jours, donc voilà, c'est très récent. Donc oui, ils se sont joints à nous. Ouais. De toute façon, la mécanique, elle est très progressive, c'est-à-dire depuis qu'on a lancé l'appel sur Twitter, comme vous l'avez vu, il est ce qu'il est. Le 27 janvier, les soutiens sont tombés progressivement, et là, c'est vrai qu'on a
je vais dire exponentielle, mais je ne suis pas mathématicienne, mais on a de plus en plus de soutien, et donc voilà, l'Académie des sciences est arrivée, nous soutient là, absolument. D'autres questions? Oui. Oui, allez-y. Oui. Est-ce que vous avez eu le soutien de quelques candidats présidentiels? Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez? Et puis, juste un détail, marche pour les sciences, marche pour la science, est-ce qu'il y avait une petite réflexion? Alors, je vais commencer par la dernière question. Pour nous, c'était important, sachant que dans un peu les 4 qui avaient été à l'initiative en France, on avait une historienne et un sociologue. D'abord, science au singulier et en anglais et en français n'a pas exactement le même sens. Et on voulait insister sur l'inclusion des sciences humaines et sociales et plus globalement des humanités, de la recherche scientifique telle qu'elle se fait dans toutes les disciplines à l'université. Et qu'il nous semblait que mettre les sciences au pluriel permettrait de mieux inclure et de mieux faire appel à toute cette partie-là des scientifiques. Et par ailleurs, bon, on peut avoir une discussion un peu épistémologique, mais c'est pas exactement la même. Il y a une démarche unitaire, c'est un nom qui est commun, science, mais c'est des démarches qui sont un tout petit peu distinctes, au sens où, par exemple, toutes les sciences ne sont pas expérimentales, et donc ça nous permettait de faire ça. On a eu des discussions, des débats là-dessus, mais on a choisi une fois pour toutes les sciences et on y est resté. Et du coup, sur les candidats, nous ne cherchons pas à être soutenus par les partis parce qu'on ne peut pas être récupérés. Ce qu'on cherche, c'est à créer un débat, une interpellation sur le soutien au dialogue entre sciences et société, au soutien aux sciences en France et dans le monde et en Europe. Donc, si les candidats, si les partis sont interpellés par nous et veulent faire évoluer leur discours par rapport à notre mouvement, très bien, peut-être notre objectif est en partie atteint, mais nous ne cherchons pas à être soutenus par des candidats aux élections présidentielles. Par contre, nous cherchons à être écoutés par la société et que notre mobilisation permette de rendre nos citoyens, de demander des comptes à leurs gouvernants sur ces sujets. Et nos propositions, si elles sont acceptées, ce sera une bonne nouvelle. Mais voilà. Ceci dit, juste un mot à ce sujet. Il y a eu quand même, en parallèle, indépendamment, un questionnaire pour les présidentielles qui a été élaboré. D'ailleurs, cette fois-ci, c'est l'Académie des sciences qui a coordonné un peu l'élaboration de ce questionnaire. C'est un groupe de chercheurs. Un groupe de chercheurs. Et qui a donc fait parvenir ce questionnaire à tous les candidats. Il y a un site qui s'appelle sciences et technologies.ens.fr. Et il y a 7 candidats qui ont répondu. Oui, Sciences et Avenir aussi a interpellé les candidats. Donc il nous semblait que ce n'était pas forcément notre rôle de mobilisation citoyenne d'avoir ce rôle-là. On est plus une mobilisation citoyenne, on va faire nos propositions, mais on veut aussi s'inscrire dans un temps plus long. C'est une occasion pour nous d'être... encore une fois, on n'a pas choisi la date, donc si on peut en faire une occasion de mobilisation et que les débats existent, mais on voit en fait que c'est un combat de plus longue durée et qui n'est pas dans l'événementiel politique direct. Voilà. La plateforme que vous avez, cette proposition que vous allez faire, c'est une plateforme que vous envisagez de faire franco-française d'abord, puis éventuellement européenne, puis éventuellement potentiellement internationale. J'ai pas très bien compris le... Oui, parce que c'est encore en chantier, donc c'est peut-être pour ça que c'est pas très clair. Tu veux répondre? Non, ok. Donc, ça très bien. On aura... je pense que ça se fera en plusieurs temps en réalité. C'est-à-dire qu'on va, avec nos soutiens, on va réfléchir par rapport au contexte que nous on connaît de propositions et qu'on proposera au niveau français. Mais ce serait dommage que cet effort-là, sachant que, comme on vient de le dire, il y a une mobilisation internationale, planétaire, donc ça veut dire que ces questions-là, elles se posent dans le monde entier. Ce serait donc dommage de ne pas discuter, de ne pas avoir un dialogue sur ces questions-là, et de ne pas élaborer aussi des solutions qui soient applicables nationalement et qu'on puisse partager, ou bien des solutions, comme on l'a dit, supranationales de protection des données, des centres de recherche dont a parlé Valérie Masson-Delmotte. Donc je pense qu'on va faire en plusieurs étapes, que évidemment ça va être plus facile pour nous d'abord d'élaborer des choses au niveau français, mais que on va créer les occasions d'en discuter, de les proposer au niveau européen et au niveau international. Ce qu'il y a, c'est qu'en termes de temporalité, ce sera beaucoup plus rapide, évidemment, d'avoir des propositions au niveau français que d'arriver à un consensus européen, voire international. Donc, ça va être en plusieurs étapes. Mais c'est à
Alors, on espérait les avoir pour le 22 avril. Je pense que, vu le temps que nous prend la mobilisation, c'est beaucoup Patrick Lemaire qui s'en occupe, qui est dans la coordination nationale, mais qui est biologiste à Montpellier, qui s'occupe de la marche à Montpellier, mais aussi beaucoup de la marche nationale. Et donc, on aura peut-être une armature, un squelette de propositions le 22 avril, mais bon, d'ici quelques semaines, quoi, plutôt, je pense. Qu'est-ce que... Moi. On se donne la marge. Après, il y en a des faciles, la revalorisation du doctorat, l'amélioration de la place de la médiation scientifique, mais on veut solliciter vraiment tous nos soutiens pour faire émerger des solutions qui soient, elles, d'ailleurs plutôt, sur lesquelles on puisse se mettre d'accord, qui soient plutôt consensuelles, parce qu'après, il y a d'autres choses qui font débat dans nos univers. Donc, voilà. D'autres questions? C'est prévu, absolument. Ouais. Oui, vous êtes. Tout à fait, le secondaire et le supérieur. Le secondaire et le supérieur, donc la transition. Bien sûr. Alors, ce qui est prévu, c'est pour ces propositions, c'est suivant les 4 points. Et donc, le 3e, c'est effectivement refondre l'enseignement scientifique. Et je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on compte vraiment sur vous et sur la PBG, etc., pour apporter votre connaissance et vos propositions sur le sujet, absolument. Voilà, parce qu'en fait, il y a déjà un groupe très large qui réfléchit à, alors, oui, ce problème-là. C'est clair, Il y a ouais. les associations de professeurs dans le pays des PVC, mais il y a aussi donc, ma collègue là, qui est juste à côté, qui est donc UPS, l'Union des professeurs de... les sociétés savantes. Oui, voilà. La société, voilà. Et moi, je suis à la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Non, mais il y a la Société mathématique de France, la CIF et tout ça. Non, Il y a plein de monde, en fait, l'Académie des sciences aussi. Non, mais donc pour finir un peu sur cette proposition, en fait, l'idée c'est effectivement de ne pas inventer la poudre, c'est de partir de choses qui existent déjà, mais pour les fédérer autour de cette mobilisation large qui va de l'enseignement supérieur à l'enseignement primaire, de la médiation au journalisme scientifique, etc. Donc on sait que des choses existent déjà, mais c'est se faire parler ensemble ces acteurs pour avoir quelque chose d'un peu global qui corresponde à notre mouvement. peut-être qu'on a déjà été très long. Peut-être que s'il n'y a pas d'autres questions urgentes, on peut lever la séance et vous pouvez venir nous voir si vous avez des questions supplémentaires. Merci beaucoup. Non, c'est à non. Arnaud. Je suis partie. Ah, t'as gagné un stylo. Alors, bonjour. Alors, vous pensez quoi de votre conférence de presse à la première Parfait. Alors, le seul qui n'a pas respecté ton programme, Ah oui? Oh non, c'était le pas. plus long. Non, il était fait, vous aviez bien fait les intervenants. Vous été hyper court. Ouais. Presque trop, on était surpris. Stylo en une phrase. Oui, mais c'est vrai que j'étais un peu stressée sur le C'est temps. très bien parce que sinon, quand on a vu la liste, on s'est dit ça va être long. 3 heures, ouais. Non, moi je voulais vous poser une question très Pratique, ouais. c'est que est-ce que vous avez vu que la marche Moi, je vais me sauver. Au revoir. elle va réparer les livres de France, les assemblées, pour donner un effet visuel,